L'Empire romain avait en fait été conquis par la République. Et maintenant, cet empire a un empereur. Et c'est d'ailleurs en grande partie l'extension de cet empire qui a rendu cette évolution inéluctable. Octave devient Auguste, c'est-à-dire empereur. Le titre qui désigne l'empereur, en fait, c'est princeps, c'est le premier parmi les sénateurs. Et cette accession au trône impérial résulte en fait d'un compromis avec le Sénat qui continue d'exister bien que son rôle soit diminué. Et cet empire sur lequel règne l'empereur paraît très homogène sur les cartes, mais en fait, si on fait des cartes détaillées, il est extrêmement divers. Certaines provinces sont sous l'autorité du Sénat, d'autres sont sous l'autorité de l'empereur. Et puis il y a des choses qu'on met dans les provinces romaines, mais qui en fait sont des pays alliés. Un très bon exemple, c'est la ville de Marseille, qui demeure grecque, mais alliée à l'Empire romain. C'est une organisation extrêmement décentralisée. Et le rôle de l'empereur dans tout cela, c'est de garantir la Pax Romana, ce qui est un rôle militaire. Le pouvoir qui était civil avec le Sénat devient beaucoup plus militaire avec l'empereur. Et cet empire romain assure la paix, mais il assure aussi le règne de la loi. Les Romains sont les inventeurs du système de droit. Et cet empereur est aussi un facteur d'unité de l'empire, il est considéré comme l'élu des dieux. Et à ce titre, tous les peuples de l'empire sont invités à lui rendre un culte. Ça ne veut pas dire qu'on croit qu'il est un dieu. Dans la religion romaine, la foi est tout à fait inexistante. C'est un culte patriotique, un culte civique. Et en Gaule, ce culte se rend sur l'autel de Rome et d'Auguste, qui se trouve à Lyon. Et ces empereurs ne forment pas une dynastie à proprement parler. Surtout au début, ils appartiennent souvent à la même famille, ils ont des liens de famille, mais on n'est pas empereur de père en fils. D'ailleurs, l'hérédité des charges, quelle qu'elle soit, n'est pas du tout un usage de l'Empire romain. C'est un usage qui sera introduit en fait par les rois barbares après les grandes invasions. En fait, chaque empereur choisissait son successeur et l'adoptait. Ainsi, Tibère, qui succède à Auguste, n'est pas son fils, c'est le fils de la deuxième femme d'Octave, Auguste, qui s'appelait Livie. Et Germanicus, qui n'a pas été empereur, était d'une part le petit-fils de Marc-Antoine et d'Octavie, qui était elle-même la sœur d'Octave Auguste. Et il est d'autre part le neveu de Tibère. Et l'histoire des premiers empereurs sera écrite notamment par Suétone dans la vie des 12 Césars. Il raconte ces vies pleines de bruit et de fureur, en s'attardant certainement beaucoup sur les détails les plus croustillants et les plus sanglants. Donc il y a peut-être à prendre et à laisser dans cette œuvre. Le premier des Césars que dénombre Suétone, c'est César lui-même, mais qui n'a pas été empereur. Ensuite, il y a Octave devenu Auguste, puis Tibère, et ensuite Caligula. On dit que Caligula était devenu fou, et on avance comme preuve de cette folie le fait qu'il ait nommé son cheval consul. Je pense qu'il était au contraire doué d'un grand sens de l'humour, et qu'il voulait dire aux sénateurs, aux consuls et à tous les gens importants qu'il ne valait guère mieux qu'un cheval, et ce cheval qui s'appelait Incitatus a certainement fait un excellent consul, en tout cas sûrement pas plus mauvais qu'un autre. Le quatrième empereur fut Claude, et ensuite vint Néron, c'est Néron qui s'est rendu célèbre en faisant allumer l'incendie de Rome, afin de composer ses poèmes, car il se croyait poète, et qui en a accusé les chrétiens. En réalité, Néron n'était pas à Rome à ce moment-là, toute cette histoire est extrêmement sujette à caution, bien qu'elle soit très célèbre, c'est pourquoi j'en parle. Au IIe siècle, on peut encore citer les empereurs. Trajan, qui est mort en 117, 117 c'est l'année, en fait, où l'Empire atteint sa plus grande extension. Et Trajan, qui est souvent considéré comme le meilleur empereur, a laissé son nom à la colonne Trajane, qui raconte par des bas-reliefs toutes sortes de campagnes qui ont été menées à cette époque. Mais ensuite, l'Empire cessa de s'étendre et entra dans une position plutôt défensive, et l'empereur Hadrien, qui succède à Trajan et qui est mort en 138, fortifia la frontière de l'Empire, qu'on appelle le limes de son nom latin, mais en latin, limes veut dire frontière. C'est toujours plus chic de parler latin, surtout quand personne ne comprend. Et on peut citer encore l'empereur Marc Aurèle qui a laissé des œuvres philosophiques. L'Empire romain, comme je l'ai signalé, est extrêmement décentralisé. Chaque province est gouvernée par un gouverneur, mais on en a vu qu'en Gaule, les chefs gaulois, qui étaient chefs d'un pays, Pagus, sont devenus les chefs des cités romaines, civitas. Et les gouverneurs de ces provinces respectaient les usages locaux, ils n'imposaient pas du tout le mode de vie romain, celui-ci était adopté bien volontiers, souvent par les élites des pays conquis. Et l'Empire était parcouru de routes stratégiques qui servaient à faire circuler les légions, à assurer la paix romaine, la Pax Romana.
Au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, l'Empire continua de s'agrandir, il atteint sa plus grande extension en 117 sous Trajan, et puis il entra dans une position plus défensive, c'est pourquoi Hadrien en fortifia la frontière. Alors il ne s'agit pas de fortification analogue à la muraille de Chine, c'est une suite de villes fortifiées, de camps fortifiés, reliés par des routes stratégiques qui permettent le déplacement rapide des légions. Le seul endroit où il existe un mur continu, c'est en Bretagne où il existe toujours des vestiges du mur d'Hadrien. Cette période dans laquelle l'Empire sera dans une position plus défensive et cessera de s'étendre s'appellera le Bas Empire. Cette période précède les grandes invasions, mais avant ces grandes invasions va se produire pour l'Empire romain un événement absolument capital pour son avenir, c'est l'apparition en son sein du christianisme.